Entretien avec Alfred Elvebre, directeur de l'Institut de la coopération dans l'espace, ici. La planète Mars est réellement habitée. J'ai 67 ans. Je suis né sur une base navale de Floride durant la Seconde Guerre mondiale. Je vis à Vancouver. Docteur en droit, juge des crimes de guerre au tribunal de Kuala Lumpur. Marié, j'ai un fils et 2 belles-filles. Nous vivons dans un univers d'origine intelligente. Des preuves existent, démontrant qu'il y a des civilisations conscientes plus avancées que la nôtre et qui participent au processus de notre développement. Donnez-moi des preuves. Les déclarations d'employés du gouvernement des États-Unis, qui ont témoigné avoir participé à des programmes secrets en relation avec certaines civilisations extraterrestres. Cela signifie-t-il qu'il y ait eu un contact avec des extraterrestres? Oui, depuis les années 50, le gouvernement américain, selon ses témoins, travaille secrètement avec eux. Andrew Basiago, fils d'un officier de la CIA, fut enrôlé à l'âge de 7 ans dans un programme secret pour enfants surdoués, et ils furent entraînés pour être les ambassadeurs devant les races extraterrestres. D'autres contacts? Il y a eu une rencontre avec 3 astronautes de la planète Mars. En janvier 2009, Virginia Olds, employée de la CIA, a confirmé que la CIA sait qu'il y a une civilisation humanoïde qui vit sous la surface de Mars. Nous croyons qu'en l'an 9500 avant JC des fragments de la supernova Belle entrèrent dans le système solaire et détruisirent l'écosystème de Mars. Les Martiens ont environ 1500 ans d'avance sur notre civilisation et, étant techniquement plus avancés, ils se réfugièrent sous la Terre. En décembre 2008, nous avons publié l'information incluant les photographies prises par le robot de la NASA. Rover Spirit sur lesquels se trouve une certaine espèce d'humanoïde, des animaux et des structures à la surface de Mars. Cela peut être vu sur Exopolitique.com. Il y a 3 astronautes qui assurent avoir vu une vie extraterrestre. Oui, Buzz Aldrin qui voyagea à bord d'Apollo 11, dit que quand ils atteignirent la Lune en 1969, il y avait 2 grands vaisseaux extraterrestres autour du grand cratère. Sa version fut vérifiée par les hauts dirigeants de la NASA. Vous me laissez sans voix. Le Dr Stephen Gray, directeur du Disclosure Project, a recueilli plus de 500 témoignages militaires gouvernementaux et de l'intelligentsia service, qui sont les témoins de la présence extraterrestre, et ils ont été publiés en mai 2009, dans le Club national de presse de Washington. Le Mexique, le Brésil, le Chili et le Pérou ont publié des archives sur les ovnis. Récemment la France, la Suisse, le Danemark et le Royaume-Uni ont mis en lumière une compilation de plus de 7200 dossiers sur les ovnis pour le D-155, l'unité secrète du ministère de la Défense. Pourquoi ne pas divulguer le fait qu'il y ait de la vie sur Mars? Pour des raisons politiques. Nous allons faire une demande en recourant aux lois sur la liberté d'information, pour que la NASA reconnaisse qu'il y a une vie intelligente sur Mars. Et pourquoi les Martiens eux-mêmes ne se présentent-ils pas à notre société? Le problème est que notre planète est de bas niveau et nous supposons que nous sommes mis en quarantaine, imposée par le gouvernement de l'univers. Et cette quarantaine se termine maintenant? Nous croyons que les civilisations extraterrestres conscientes ont utilisé le phénomène OVNI pour que nous puissions nous habituer à leur existence, et entre 2010 et 2020, nous pourrons commencer à avoir des relations ouvertes avec ces civilisations. Et le premier contact sera avec les Martiens? Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'intérêts communs, ils peuvent nous donner des technologies et des connaissances alors que nous avons une planète verte, précieuse, sur laquelle ils pourront émigrer. Comment fonctionne l'univers? Il y a plusieurs dimensions et univers parallèles aux nôtres. Certaines civilisations extraterrestres viennent d'autres dimensions, d'autres univers parallèles, c'est en cela que les OVNIS ont la possibilité d'apparaître et de disparaître. Comment sont ces civilisations plus évoluées? Il semble que nous vivons dans un univers organisé, et les civilisations plus conscientes ont réussi à dominer la dimension temps, et ce sont eux qui probablement développent notre réalité alors ils la font bien funeste. Selon certaines théories, nous sommes en train d'évoluer de manière accélérée pour abandonner l'économie de guerre permanente, et aller vers une économie durable. La conscience humaine se développe pour entrer dans l'âge universel, et s'ouvrir à ces autres civilisations, ils pourraient nous tendre la main. Il existe une directive primordiale, ne pas interférer dans l'évolution d'une civilisation d'une autre planète. Mais dans peu de temps, l'homme apprendra à utiliser la téléportation quantique et attirer l'énergie de l'espace. Nous sommes dans une ère de transition dans laquelle nous devons décider si nous allons à la destruction ou à l'évolution. Votre travail consiste à étudier le grand gouvernement de l'univers? L'exopolitique est une science sociale qui étudie les relations entre notre civilisation humaine et d'autres civilisations intelligentes de l'univers. Un de nos premiers pas vers la diplomatie universelle sera avec la civilisation martienne. Je comprends.
Personnellement, je travaille avec le docteur Normand Miranda, chef de cabinet du président de l'Assemblée générale de l'ONU, pour que l'ONU représente la Terre devant la civilisation de Mars. Il est probable que cette entrevue vous crée autant de perplexité qu'à moi, mais faites attention aux documents de ceux qui ont participé au sommet européen d'exopolitique 2009, les astronautes de la NASA et de l'agence spatiale russe, qui affirment qu'un contact a existé avec des civilisations extraterrestres, et de son organisateur, Webre, auteur d'Exopolitique, Vosy Cappici. Un avocat général de l'Agence de protection environnementale de New York, et conseiller à la Fondation Ford, ex-professeur d'économie à Yale, et à l'Université de Texas, délégué dans la Convention démocrate du Texas en 1996, Clinton Gore. Il parle d'une réalité martienne. Si le fait est sûr, sera-t-il l'équivalent d'une échelle galactique? Cela recoupe l'histoire de Laura Eisenhower, petite fille du président Eisenhower, il en parle un peu, ou ce que dit Angie Vaudan, apparemment. Il est aussi question du chronoviseur, de l'Atlantide, et de savants utilisant des lignes parallèles du temps pour anticiper le futur. La découverte d'une base extraterrestre sur Mars. Réflexion sur l'éventualité d'une planète Mars habitée. Les perspectives, peut-être bien proches actuellement, de navigation interplanétaire par wagon-fusée à uranium, ramènent au premier plan de l'actualité scientifique les planètes, ces mondes voisins, frères d'une autre. Précisément, à la veille de la guerre, une excellente nouvelle causait quelques émoi dans le monde des planétistes. À l'aide d'un modeste objectif de 38 cm de diamètre transporté à l'observatoire du pic du Midi de Bigorre, 3 jeunes savants français avaient réussi à prendre des photographies hautement remarquables de la planète Mars. Ainsi s'est accrue notre connaissance de ce monde voisin, si proche de notre Terre et peut-être habité par une humanité voisine de la nôtre. Que savons-nous de Mars? On sait que le système solaire comporte 9 planètes tournant autour de l'astre central. La plus rapprochée du Soleil est Mercure, dont les dimensions sont réduites, puis viennent Vénus et la Terre, dont les dimensions sont comparables, Mars, sensiblement plus petit que la Terre, puis Jupiter, planète géante qui trouble la distance, la marge des comètes et autour de laquelle des yeux exercés peuvent distinguer 4 lunes principales, viennent ensuite Saturne, entouré de son triple anneau visible dans la moindre lunette, enfin. Les 3 planètes modernes, Uranus, Neptune et Pluton. Si nous écartons Mercure, grillé par un soleil sans pitié, Jupiter et Saturne, qui ne sont que des boules floconneuses de vapeur, et les 3 planètes glaciales, la question de l'habitabilité ne se pose que pour nos voisins immédiats, Vénus et Mars. Vénus possède une atmosphère au moins aussi dense que la nôtre, dans laquelle semble prédominer le gaz carbonique et peut-être l'eau. Des observations spectroscopiques révèlent, en effet, dans le blanc manteau de vapeur qui entoure la planète, des aiguilles de glace. Malheureusement, ce manteau dérobe totalement à nos yeux la surface de Vénus. La planète Mars est, au contraire, facilement observée, et l'on a pu dresser des cartes montrant le contour d'étranges continents sombres, séparés par des mers plus claires. Ces termes, purement conventionnels, désignent du reste une réalité assez mal connue. On suppose que ces taches, à la fois verdâtres et rougeâtres, représenteraient des étendues végétales, telles que des forêts, des prairies ou des marais, mais il s'agirait là d'une végétation rouge. Pour nous, terriens, accoutumés à la couleur verte des plantes, cette végétation presque sanglante est incroyable. N'oublions pas toutefois que l'hémoglobine, ou substance rouge de notre sang, offre une composition chimique très voisine de celle de la chlorophylle verte des plantes, elle en diffère par la substitution d'un noyau de fer à un noyau de magnésium. Les animaux des profondeurs sous-marines ont un sang bleu à base de cuivre. La nature, avec ses ressources d'une infinie diversité, a fort bien pu doter les êtres vivants habitant sur Mars d'un organisme en rapport avec les conditions très particulières de cette planète. Qu'il existe de l'eau sur Mars, on n'en saurait douter, attendu que le télescope nous montre distinctement des calottes polaires d'un blanc neigeux, qui s'étendent en hiver et font aux approches de l'été martien. L'existence d'une atmosphère suffisante pour entretenir la vie est plus douteuse. Beaucoup d'astronomes estiment que la pression atmosphérique martienne serait à peu près la même que sur la Terre au plus haut sommet de l'Himalaya, à un niveau où l'homme ne peut subsister qu'en recourant à la respiration artificielle. Campbell, utilisant la méthode spectroscopique, a trouvé qu'il y avait aussi peu d'eau sur Mars que sur la Lune et 1000 fois moins d'oxygène sur cette planète que sur la Terre. Jean aboutit à la conclusion que l'atmosphère de Mars contient de la vapeur d'eau, et Wright tire de ses études photographiques de Mars, à l'observatoire de Lick, en 1924, ce résultat, peut être optimiste, que l'atmosphère de la planète rouge est aussi importante que celle de la Terre. Les opinions, on le voit, sont partagées, mais un fait incontestable et singulièrement frappant subsiste, c'est que l'on aperçoit des mouvements à la surface de la planète Mars.
Il semble que M. Antoniadi, excellent observateur et dessinateur de différentes planètes, ait été le premier à signaler ces légères nuées mouvantes, qu'il compare aux tourbillons de sable soulevés par le vent du désert. On notera qu'une minute albedo de Mars, autrement dit la teinte de son sol, est intermédiaire entre celui de la Terre, planète vivante, et celle des astres stériles, tels que la Lune. Il est donc probable que de vastes régions de Mars sont semblables au Sahara. Schiaparelli et Sir Percy Lowell ont révolutionné le monde savant et le grand public, voici quelques dizaines d'années, par la découverte des fameux canaux de Mars. D'après leur tracé géométrique, offrant des dimensions géantes, ces canaux semblaient destinés à apporter dans les zones équatoriales l'eau de fusion des neiges polaires. Certains observateurs ne prétendaient-ils pas apercevoir un élargissement des canaux, variable suivant la saison, et qu'ils attribuaient à un changement de la végétation? Il est malheureusement certain que plus on emploie des instruments puissants, et moins ces fameux canaux sont visibles. Sur les récentes photographies prises au pic du Midi, les canaux ont complètement disparu. Un examen attentif prouve que Lowell a cru voir des lignes géométriques isolées là où existait seulement le bord des taches. Il n'en est pas moins certain que ces taches se déforment suivant les saisons martiennes, et nous avons là un second mouvement, facilement explicable par la considération de la végétation, à la surface de Mars. Les nouvelles photographies révéleraient, en outre, le déplacement de très petites taches sombres, existant à l'intérieur des espaces clairs, et qui se sont rapprochées des rivages. Aucune hypothèse satisfaisante n'a été mise en avant pour expliquer ces taches et leurs mouvements. S'agit-il d'îlots de végétation, de marécages, de troupeaux, d'armées, de peuples en marche? Un grand point d'interrogation subsiste. Mars, ne l'oublions pas, est à une distance de près de 80 millions de kilomètres. Son globe s'offre à nous sous le même angle qu'une sphère d'1 mètre de diamètre placée à 18 km, ou encore d'une tête d'épingle d'1 millimètre de diamètre située à 18 mètres. Il est admirable qu'avec des instruments réduits, on puisse obtenir des images d'une telle précision. Y a-t-il des hommes sur Mars? Recevrons-nous un jour de cette lointaine humanité des messages optiques ou radioélectriques, une poignée de main de l'infini? N'oublions pas que Mars, situé à 230 millions de kilomètres du Soleil, a dû s'en séparer, à l'origine, au moins 1 milliard d'années avant la Terre. Si l'on songe que les reptiles de l'époque secondaire ne datent que d'environ 60 millions d'années, et que notre humanité terrestre, avec sa préhistoire, ses malheurs et ses gloires, ne remonte qu'à 300 000 ans, on se rend compte de la prodigieuse antiquité de notre sœur planétaire. S'il y a eu des êtres intelligents à la surface de Mars, il est plus que probable qu'ils sont depuis longtemps disparus, décimés par le froid grandissant, et par la raréfaction de l'atmosphère. Les signaux optiques, les messages de radio envoyés par les savants de la planète Mars, se sont vainement perdus dans l'espace, alors que notre future patrie, la Terre, n'était encore habitée que par d'informes gouttes de gelée vivante, flottant au sein des tièdes mers de l'époque primaire.